Bonjour, je m'appelle Pierre Capy, je suis professeur émérite à l'université Paris-Saclay et je travaille dans le domaine de l'évolution moléculaire, notamment sur les éléments transposables. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution, juste un petit peu avant Darwin, jusqu'à aujourd'hui. Alors juste avant Darwin, l'évolution, bon, c'est une longue histoire depuis Aristote jusqu'à Lamarck, mais on va démarrer juste au moment de Lamarck. Et à cette période-là, en fait, on va vers une évolution très significative puisqu'on va passer d'une période de fixisme et de créationnisme à des concepts d'évolution au cours qui imagine que les différentes espèces vont pouvoir évoluer au cours du temps, alors que dans les périodes fixistes et créationnistes, toutes les espèces étaient créées ex nihilo et n'évoluaient pas au cours du temps. Jean-Baptiste Lamarck propose une théorie qui s'appelle le transformisme. Le transformisme est basé sur un certain nombre d'observations, notamment des fossiles mollusques, des séries de fossiles mollusques. Et Jean-Baptiste Lamarck remarque que les formes de mollusques se différencient de plus en plus lorsque l'on recule dans le temps. Donc on a une modification progressive des formes au cours du temps. Et ce que propose Lamarck, c'est que ces formes, ces lignées évolutives démarrent à partir d'états primitifs par génération spontanée, et il y a un apport continu d'individus primitifs qui vont gravir ensuite l'échelle des espèces. Alors sur cette représentation, vous avez en abscisse le temps et en ordonnée les transformations. Le cercle rouge correspond à la génération spontanée à un temps zéro. Et à partir de cette génération spontanée, vont apparaître un certain nombre d'espèces qui vont se succéder au cours du temps. Comme la génération spontanée est un phénomène, selon Lamarck, continu, il va y avoir un apport continuel d'individus à l'état primitif, et ces individus vont gravir les différentes étapes de l'échelle des espèces. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'on fait une coupe transversale de ce diagramme, ce que l'on voit, c'est qu'on a un ensemble de lignées à des stades différents. Et Lamarck avait une idée vraiment en ce qui concerne les animaux très précise des choses, puisque les vers étaient en fait les individus, les espèces primitives, tout simplement parce qu'ils apparaissaient par génération spontanée selon lui. Bon, tout simplement, c'était le résultat du fait que lorsqu'on laisse un morceau de viande ou des légumes ou des fruits pourrir à l'air libre, ben, automatiquement il va y avoir des mouches qui vont venir pondre et des larves vont se développer. Donc à partir de ces vers vont évoluer au cours du temps en insectes, annélides, poissons, oiseaux, monotrèmes, amphibiens, cétacés, ongulés et ongulés. Donc on va passer d'animaux apathiques à des animaux sensibles, à des animaux intelligents. Donc ça, c'était une catégorisation proposée par Lamarck. Le point important dans le transformisme de Lamarck, c'est son apport dans un ouvrage qui s'appelle La philosophie zoologique, qui a été publié en 1809, ouvrage dans lequel il développe sa théorie de l'hérédité des caractères acquis, même s'il n'utilise pas exactement ce terme-là. En fait, avec cette hérédité des caractères acquis, il propose un mécanisme d'évolution, ce qui n'avait jamais été le cas. Et donc, il y a deux lois dans cette proposition. Tout d'abord, dans tout animal qui n'a point dépassé le terme de ses développements, l'emploi le plus fréquent et soutenu d'un organe quelconque fortifie peu à peu cet organe.
Et bien évidemment, si on n'utilise pas cet organe va avoir tendance aussi à régresser. Et la deuxième loi, qui est importante en termes d'évolution, c'est tout simplement de dire que tout ce que la nature a fait acquérir ou perdre aux individus par l'influence des circonstances, elle le conserve par la génération aux nouveaux individus. C'est-à-dire que tout ce qui a été acquis ou perdu au cours de la vie d'un individu va se transmettre à la génération suivante. Si on essaie d'illustrer les propos de Lamarck avec le cou de la girafe, donc la longueur du cou de la girafe, on partirait initialement avec des girafes qui avaient un cou relativement petit, et les girafes, en tirant sur leur cou pour essayer de manger des feuilles de plus en plus hautes dans les arbres, vont voir leur cou s'étirer au fil des générations pour connaître l'état actuel du cou des girafes. Alors, Darwin propose en 1859, c'est-à-dire 50 ans après la publication de Lamarck, un autre ouvrage qui s'appelle « L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la lutte pour l'existence dans la nature ». Et donc, c'est un tournant majeur dans l'histoire des idées dans le domaine de l'évolution. Alors, brièvement, la biographie de Darwin, très succinctement, son père est médecin, son grand-père, Erasmus Darwin, est naturaliste, et il a beaucoup été au contact de son grand-père, et il a appris énormément de choses avec lui. Il a fait des études au départ qui n'étaient pas forcément très extraordinaires et qui en tout cas le passionnaient pas, jusqu'à sa rencontre avec un botaniste qui s'appelle Henslow, John Stevens Henslow, qui lui obtient une place sur un bateau qui part cartographier les côtes d'Amérique du Sud. Et donc ce bateau s'appelle le Beagle, et le Beagle va faire le tour du monde en s'attardant aussi bien sur la côte est du sud de l'Amérique que sur la côte ouest. Durant ce voyage, il va étudier le principe de géologie de Charles Ley, et il va surtout faire des études assez poussées sur les pinsons des îles Galapagos. Alors les îles Galapagos sont un archipel d'îles qui se trouve à l'ouest du continent sud-américain, et sur chaque île, on va trouver des espèces de pinsons qui vont avoir des formes, notamment des formes de bec très très différentes. Par exemple, sur cette illustration, vous pouvez voir qu'on va avoir des individus avec des becs relativement larges et d'autres avec des becs relativement fins. Et bien sûr, tout ça correspond en fait à des régimes alimentaires totalement différents. Les individus avec des becs épais, en général, sont des mangeurs de graines qui sont plus ou moins dures, donc il est nécessaire d'avoir des becs épais pour pouvoir concasser ces graines, alors que les espèces qui ont des becs plus fins sont plutôt des mangeurs d'insectes. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir une force trop importante au niveau du bec. Et toutes ces espèces que l'on trouve au niveau des Galapagos dérivent d'une même espèce ancestrale qui se trouvait sur le continent sud-américain. Alors, durant le voyage, Darwin commence aussi à concevoir des idées relatives aux relations de parenté entre les espèces. Et le seul dessin qu'on trouve un des dessins qu'on retrouve dans ses carnets de notes, c'est un dessin de 1837 dans lequel on voit une sorte d'arbre avec des lettres. Ce ne sont même pas des noms d'espèces cet ensemble-là pourrait figurer déjà un premier arbre généalogique, on va dire, entre différentes espèces. Au retour de ce voyage qui a duré donc 5 ans, donc le retour est en 1936,
Il continue à être influencé par les travaux du géologue Lyell. Il est aussi influencé par les travaux d'un économiste qui s'appelle Thomas Malthus. Et il est aussi influencé par tout ce qu'il voit au niveau de la sélection artificielle auprès des éleveurs, notamment des éleveurs de pigeons. Vous avez ici quelques représentations de pigeons avec des plumages et des formes de plumage très très différentes qui résultent de la sélection artificielle. En 1858, Darwin apprend que un naturaliste australien qui s'appelle Alfred Russel Wallace prépare également un mémoire sur une théorie de l'évolution. Et en fait, donc ça va pousser Darwin à accélérer un petit peu son travail d'écriture. Et les travaux de Wallace et de Darwin sont présentés conjointement le 1er juillet 1858 à la Linnean Society of London et le 24 octobre 1859, c'est la première publication de l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Donc, dans la théorie de la sélection naturelle, telle que la propose Darwin, en fait, il faut qu'il y ait une population dans laquelle les individus présentent des différences, que ces différences soient transmissibles d'une génération à la suivante. Bien évidemment, les différences sont générées par des mutations qui se font au hasard, et la sélection naturelle va trier parmi ces mutations et va ne retenir que les individus qui sont les mieux adaptés à l'environnement du moment, sachant que ces individus vont pouvoir laisser plus de descendants que les autres et permettre la diffusion de leurs caractéristiques dans la population. Alors ça permet aussi de voir tout de suite, en termes évolutifs, que dans les populations dans lesquelles tous les individus sont strictement identiques d'un point de vue génétique, sont en général voués à l'extinction sur le long terme, et on parle en évolution de cul-de-sac évolutif. Et donc c'est aussi le danger des races pures. Donc si on reprend l'image du cou de la girafe, là avec Darwin, on démarre avec une population d'individus qui vont présenter des coups de taille différentes. Et la sélection naturelle va avoir tendance à augmenter, dans le cas de la girafe, à augmenter la taille du cou. Et on va se retrouver avec une population avec une moyenne de longueur de cou beaucoup plus importante. Donc si on compare l'illustration de la girafe entre Lamarck et Darwin, chez Lamarck, on a affaire en fait à un processus qui opère sur un individu, alors que dans Darwin, on a affaire à un processus populationnel où là, la sélection va trier parmi un ensemble. Alors, que s'est-il passé depuis Darwin? Tout d'abord, il y a eu ce qu'on appelle la réfutation de l'hérédité des caractères acquis. Alors ça, on le doit à August Weismann, jusqu'à Darwin, parce que Darwin croyait aussi à l'hérédité des caractères acquis. On admettait que toutes les cellules du corps, donc ce qu'on appelle les cellules somatiques, participaient à la genèse de la lignée germinale. Donc toute modification sur les cellules de la lignée du corps pouvait se transmettre de génération en génération. Ce que dit Weismann dans la théorie moderne de l'hérédité, c'est que ce qui est transmis de génération en génération, c'est uniquement la lignée germinale. À partir de cette lignée germinale, on va pouvoir régénérer la lignée somatique, mais en aucun cas, l'information va de la lignée somatique à la lignée germinale. C'est pour ça que lorsqu'on fait de la thérapie génique, on ne peut toucher que les cellules de la lignée somatique et jamais les cellules de la lignée germinale, qui, elles, se transmettent de génération en génération.
Ensuite, au début des années on va dire 1920-1950, dans cette période-là, il va y avoir ce qu'on a appelé la théorie synthétique de l'évolution. Alors la théorie synthétique de l'évolution, c'est tout simplement la synthèse de tout un tas de sciences en utilisant comme base l'évolution proposée par Darwin. Donc ça va concerner aussi bien la génétique que l'écologie, que la paléontologie, et on va acquérir des données concernant la génétique des populations, la génétique quantitative, qui s'intéresse au caractère complexe. Donc on fait une synthèse de toutes ces données pour proposer une théorie synthétique de l'évolution. Et là, on va beaucoup plus loin que ce qu'avait proposé Darwin, puisqu'on commence à rentrer dans des mécanismes beaucoup plus profonds. Ensuite, on pensait que c'était terminé, que tout avait été vu, et en fait non, puisque dans les années 1960, le japonais Moto Kimura propose une nouvelle théorie qui s'appelle la théorie neutraliste de l'évolution. Donc c'est une théorie qui est proposée en 1967. Il est dit que tout n'est pas adaptatif et tout n'est pas sélectionné. Et que pour un caractère donné, il n'y a aucun inconvénient à ce qu'il soit présent sous une forme ou sous une autre. C'est vraisemblablement le cas pour la plupart des éléments qui composent le génome d'un individu. Cette évolution neutre se ferait simplement par ce qu'on appelle de la dérive génétique, qui est simplement une dérive aléatoire des caractères. Le principe de cette dérive génétique est basé sur le fait qu'on a affaire dans la nature à des populations qui ne sont jamais de taille infinie, mais qui sont de petite taille. Donc il y a toujours un échantillonnage aléatoire d'une génération pour créer la suivante. Donc tous les gènes ne sont pas soumis à la sélection naturelle. Selon Kimura, la majeure partie des gènes d'un génome est neutre. Et donc actuellement, on considère que les deux forces majeures en termes d'évolution, c'est la sélection naturelle et la dérive génétique. Ce sont deux forces qui sont extrêmement importantes, dont il faut tenir compte. Alors pour aller toujours dans un peu la théorie neutraliste, il y a eu une critique assez virulente du programme adaptationniste qui a été faite à la fin des années 1970 par Stephen Jay Gould et Richard Lewontin. Alors pour s'amuser, il comparait un petit peu le programme adaptationniste au docteur Pangloss dans Candide de Voltaire, qui voyait que tout était dans le meilleur des mondes. Et ce que disait le docteur Pangloss, c'est que remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes, les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées et nous avons des chausses. Donc tout ça pour attirer l'attention qu'il faut éviter le piège des raisonnements panglossiens. Ce n'est pas parce qu'on voit des différences entre des individus ou même parfois entre des populations ou des espèces que ces différences sont de nature adaptative. Tout n'est pas adaptatif et tout n'est pas le résultat de la sélection naturelle. Ça peut être tout simplement le résultat d'une dérive génétique et d'une évolution totalement neutre. Et ça, c'est aussi un point intéressant, c'est l'émergence de l'idée que l'évolution n'est pas quelque chose de forcément graduel au cours du temps. C'est une idée qui a été développée notamment par Neil Eldredge et Stephen Jay Gould, le même que précédemment, qui dit que, en fait, au cours de l'évolution, il peut y avoir des périodes d'accélération de l'évolution et des périodes de stase durant lesquelles l'évolution est plus calme. Et en fait, cette proposition est faite à partir de l'observation d'un certain nombre de gisements fossilifères tels que les schistes de Burgess en Colombie-Britannique, donc à l'ouest du Canada. C'est un site qui a été découvert en 1907 et dans lequel on a plus de 70 000 spécimens de fossiles
Et ce qui est remarquable, c'est que là, on a aussi des traces des parties molles, ce qui n'est généralement pas le cas quand on a affaire à des fossiles. Mais vous voyez, les photos de ces empreintes sont remarquablement conservées pour des espèces qui ont été fossilisées il y a 570 millions d'années, c'est-à-dire entre le passage entre le précambrien et le cambrien. Il y a également un autre site en Australie qui s'appelle le site d'Ediacara, qui est un petit peu plus vieux, qui fait 600 millions d'années. Et là aussi, on observe une très très grande diversité de fossiles et d'empreintes de tout un tas d'espèces. On a même des empreintes, on ne sait pas trop si on a affaire à des animaux ou des végétaux. Et donc on est toujours à la transition entre le précambrien et le cambrien. Et on a l'impression, quand on regarde l'évolution sur des échelles de temps relativement importantes, qu'à cette époque-là, il y a eu une explosion de diversité de formes de vie. C'est pour ça que l'on parle d'explosion cambrienne, sans qu'on sache actuellement quelles sont les raisons de cette explosion cambrienne. Alors, les arbres du vivant. Comment représente-t-on maintenant le vivant? Le premier arbre que l'on voit vraiment apparaître, c'est dans l'ouvrage de Darwin. C'est un arbre buissonnant. Il n'y a aucun nom d'espèce, c'est juste un principe, et c'est la seule illustration du reste de son ouvrage paru en 1859. Ensuite, très peu de temps après, avec Ernst Haeckel, on commence à voir apparaître des arbres où là il y a des noms d'espèces ou des noms à la limite de grands groupes, mais systématiquement on voit que ces arbres commencent avec les bactéries, ce qu'on appelait les monaires à l'époque, et se terminent avec l'homme qui est toujours au sommet de l'arbre, l'homme étant le fleuron de l'évolution. Donc on va toujours du simple vers le complexe. Et en fait, ça c'est une échelle des espèces qui reste dans la tête de nombreuses personnes, même encore aujourd'hui, qui date en fait d'Aristote, où on parlait où Aristote avait proposé l'échelle des espèces qui partait de la matière inanimée qui allait jusqu'à l'homme. Et même au Moyen-Âge, on avait même complété cette échelle en rajoutant les anges et Dieu. Donc ça, c'est une évolution, je dirais, un peu linéaire, qui est totalement fausse. C'est comme l'image que vous pouvez trouver souvent dans des ouvrages pour illustrer l'évolution, où on voit un singe qui se redresse pour devenir un homme. Ça, il faut oublier cette représentation, c'est totalement faux. L'évolution est buissonnante. Il y a eu plusieurs déjà espèces d'hommes qui ont vécu à la même époque. Et ce n'est pas une évolution linéaire du tout. Donc actuellement, pour représenter le vivant, on le représente sous la forme d'un buisson, au centre duquel il y a un organisme qui s'appelle LUCA. LUCA, c'est tout simplement l'acronyme de Last Universal Common Ancestor, c'est-à-dire que toutes les formes vivantes actuelles que l'on trouve sur Terre dérivent de ce même ancêtre commun. Alors j'attire simplement votre attention sur le fait que LUCA n'est certainement pas la première forme de vie, puisque LUCA est déjà vraisemblablement quelque chose d'assez complexe. Il y a eu vraisemblablement d'autres formes de vie avant LUCA, mais toutes ces formes de vie ont disparu. Donc c'est un arbre, l'arbre du vivant, c'est un arbre qui n'a qu'une seule racine, qui prend donc sa source avec LUCA. Et il y a au moins autant de diversité chez ce qu'on appelle les eucaryotes, tels que les animaux, les champignons, les plantes, etc., que chez les bactéries et que chez le troisième domaine du vivant qu'on appelle les archées. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, alors qu'on n'avait pas encore toutes les techniques d'échantillonnage environnemental, de séquençage de tout l'ADN qu'on peut trouver dans l'environnement, on estimait que le nombre de bactéries était beaucoup plus faible, le nombre d'espèces de bactéries était beaucoup plus faible que le nombre d'espèces d'eucaryotes.
Actuellement, avec ces systèmes de séquençage qu'on appelle environnementaux, on s'aperçoit qu'on a énormément de souches, d'espèces de bactéries, de même que d'espèces d'archées, et peut-être autant, sinon plus, que d'espèces d'eucaryotes. Et actuellement, si on prend ce qu'on appelle les prokaryotes, qui regroupent les archées et les bactéries, on a à peu près 360 000 génomes qui ont été séquencés complètement. Et chez les eucaryotes, donc, on est à peu près à 30 000 génomes séquencés. Donc ça va comprendre l'homme, Homo sapiens sapiens, mais aussi Homo sapiens neanderthalensis, Drosophila melanogaster, Arabidopsis thaliana. Donc Drosophila melanogaster, c'est la petite mouche du vinaigre, dont les généticiens se raffolent. Et Arabidopsis thaliana, c'est le pendant de la drosophile dans le domaine des plantes. C'est ce qu'on appelle aussi la ravette des dames. Donc dans l'arbre du vivant actuel, telle la vision que l'on en a, les eucaryotes émergent des archées. Ça conforte un peu une théorie qui dit que les eucaryotes seraient peut-être le résultat d'une endosymbiose entre une archée et une bactérie. Bon, mais ça, il y a aussi d'autres théories qui sont proposées, mais celle-là a de plus en plus, il y a de plus en plus d'arguments pour étayer cette proposition-là. Je terminerai par des travaux qui réémergent depuis une vingtaine d'années, on va dire. Alors je dis réémergent puisque il s'agit de l'épigénétique, et les phénomènes épigénétiques ont été décrits dans les années 50 par Conrad Waddington à propos du développement des cellules chez un individu. Parce que si on réfléchit bien, en fait, à partir d'une cellule œuf qui va se multiplier, in fine, on n'a pas un ensemble de cellules, on n'a pas un tas de cellules, on a un organisme avec des plans d'organisation bien précis. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que finalement, toutes les cellules de notre corps ont exactement le même patrimoine génétique. Par contre, elles ne font pas tous la même chose. Et en fait, la régulation des gènes de ces différentes cellules est due à des phénomènes épigénétiques, des marques épigénétiques. Alors les marques épigénétiques, ce sont souvent des marques qui sont déposées sur l'ADN, qui vont modifier la lecture du génome pour donner un phénotype. Donc ce sont des mécanismes moléculaires qui vont modifier l'expression des gènes, qui peuvent être influencés par l'environnement, l'histoire de l'individu. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ces marques épigénétiques sont réversibles, elles peuvent être retirées. Et le point qui nous intéresse ici, puisque l'on parle d'évolution, c'est que ces marques épigénétiques peuvent être transmises d'une génération à une autre. Par exemple, donc, quand on regarde le phénotype d'un certain nombre d'individus, notamment les chats écailles de tortue, cette pigmentation du pelage, des poils, est due à des phénomènes épigénétiques. De même, chez ces bovins, c'est des bovins issus d'un même clone. Vous voyez que la robe de ces bovins n'est pas du tout à fait la même. Chez les abeilles, pareil. Les abeilles qui naissent, les larves qui naissent, si on les nourrit avec de la gelée royale uniquement, elles deviendront des reines, alors que les autres resteront des ouvrières. Donc, l'impact évolutif des phénomènes épigénétiques est vraisemblablement très important, parce que ça permettrait de tester une grande diversité d'états phénotypiques, de maintenir les plus performants, donc par sélection, de les transmettre sur plusieurs générations, et ça maintenant on commence à accumuler des données aussi bien chez les plantes que chez les animaux. L'avantage aussi de ce système-là, c'est qu'il est réversible, il peut se mettre en place très rapidement en une génération,
Et ça peut être, si on le garde un certain nombre de temps, un certain nombre de générations, ça peut être une étape préliminaire avant la fixation par des mutations. Et à partir du moment où ça va être fixé par une mutation, donc là ça va devenir, on va passer de l'épigénétique à la génétique, et là ça sera plus réversible. Donc en conclusion, depuis Lamarck en fait, on a eu les premières théories de l'évolution, Lamarck et Darwin. Donc Lamarck avec l'hérédité des caractères acquis, Darwin, l'évolution au moyen de la sélection naturelle. Ensuite, la sélection n'est pas la seule force évolutive, qu'il existe également une évolution neutre par dérive génétique, que l'évolution n'est pas quelque chose forcément de graduel au cours du temps. Il peut y avoir des périodes d'accélération de l'évolution et des périodes de calme. Donc depuis Darwin, il y a eu énormément de précisions quant au mécanisme de l'évolution. Ceci dit, et notamment avec l'impact de l'épigénétique, ceci dit, il faut faire aussi également attention aux dangers d'interprétation d'un certain de ces résultats, notamment avec les dérives eugéniques qui peuvent en découler et le darwinisme social. En ce qui concerne les points qui restent à élucider, bon, il y en a énormément, j'en mentionnerai au moins un central, qui est tout simplement la relation entre le génotype et le phénotype. Puisqu'on sait que plusieurs phénotypes différents peuvent donner un même génotype. De même, un même génotype peut donner éventuellement plusieurs phénotypes différents. En fait, ce que l'on ne sait pas, c'est que l'on ne sait pas trop comment les choses s'articulent entre le génotype et le phénotype. On sait tout simplement que ce n'est pas une relation binaire, mais on n'en sait pas trop plus actuellement. D'autant plus que les phénomènes épigénétiques viennent se greffer sur cette relation. Donc vous voyez, il y a énormément de choses à faire dans ce domaine-là pour essayer d'avoir un peu une vision plus intégrative de l'évolution en tenant compte de tous les facteurs. Donc vous voyez qu'il reste énormément de choses à découvrir et nous comptons bien sûr sur les futurs étudiants qui viendront, qui s'intéresseront à cette discipline. Et je mentionnerai également que l'évolution peut apparaître comme quelque chose de purement académique. En fait, quand on regarde dans la réalité, on voit que l'évolution a des retombées dans différents domaines, notamment dans le domaine de la santé, puisqu'on commence à parler d'évolution de santé, de médecine darwinienne, pardon, dans la mesure où on va essayer de comprendre une maladie dans sa globalité, en agriculture, en écologie, et dans un concept qu'on appelle One Health, où on a une approche globale de la santé, c'est-à-dire que la santé humaine passe aussi par la santé des animaux, des plantes, de l'environnement, etc. Donc, en souhaitant vous retrouver d'ici quelques années pour travailler dans ces domaines-là.